normalement, hein. Ça y est, je suis à l'écran. C'est mon cousin et ma cousine, les deux. Accès au micro activé, Bonjour. permettre aux applications, accéder, Bonjour. compassion, on s'en fout, Bonjour Michel. mieux de l'aide. Tout le monde t'entend, Michel. WhatsApp, là. Bah non, t'as pas besoin Michel, de c'est ma cousine. Alors, Bonjour mieux de Olivier, l'aide. bonjour à tous. je vois Daniel, Jean-Michel, super. Jean-Michel qui était en séance jusqu'à quelle heure hier soir? J'étais en séance, on a fini assez tôt, on a fini, il était 23h20 par là, D'accord, ok, oui. 23h20. Je vais vous présenter Jean-Michel, Daniel. Hein? Et donc, Ouais, je nos sais autres vraiment pas où intervenants ne c'est, sont pas hein. là encore là. Parce que regarde, Ouais, tout ça. est activé. Oui. Tout est Et quand activé. tu Alors, fais le Maurice. son en bas à droite, là-dedans, les trucs là. Ça, on s'en fout. Pourquoi j'ai On va ça? attendre quelques minutes, bien sûr. On commence pas à l'avance. Le son, il est au On maxi. commence à Gars, 18h02, Ouais, 18h30. oui. tu vois, Bonjour Edith. haut-parleur, Bonjour Serge, Bernard. sortie de son. Puis ça, c'est quoi, le petit à côté? Quoi? L'autre petit, Ça? non, l'autre à côté. Quoi? Non, bah là, il y a que le point. Ça? Oui. Bah, c'est le chargeur. Non mais alors, j'ai du son ou pas? Oui, c'est bon. Ou je sais. Les Sélectionnez charges votre derrière sortie audio. Donc, a priori, c'est pas celle-ci. Celle-ci, peut-être. Et là, elle est fermée. Celle-là, elle est fermée, donc ça va pas. Moi, j'ai son SMS, hein. Donc, c'est pas la bonne. Comment? Ouais, je veux bien, je vais. La première fois que ça fait ce truc-là, hein. C'est bizarre. Parce que si, c'est fermé. Réactiver le son. Tiens. Voilà. Oui, bonjour, Ornella Pérez, collaboratrice d'Olivier Jacquin. Enfin, c'est moi qui ai coupé tout notre son, mais vous n'entendez pas les autres, c'est ça? Enfin, quand vous pensez avoir mis, enfin, quand vous avez mis l'étateur de son, en fait, vous entendez, mais vous n'entendez toujours pas. Est-ce qu'en bas, Bonjour Rosemary. vous avez une fonction On ne vous entend pas, Madame C'est Pallier. normal, je crois que... Vous m'entendez là? Oui. Je voulais saluer Rosemary. Bonjour. Ravi de te voir. Ça y est. Bonjour Et Olivier. bonsoir Charlie. C'est notre intervenant Charlie aussi. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Bon bah c'est bien, vous êtes impeccable. Bonsoir Commencera dans 10 Olivier, minutes, bonsoir ça à fait tous. 18 heures. Super. Qui c'est qui cause? Personne. Ah bon, On t'écoute Maurice. Bonjour t'entends, Maurice. c'est bon, salut. Ça Ça y y est, ça est, c'est marche. bon. Heureusement Oui, que Michel est là pour faire la connexion, hein. bah oui, hein. Mais elle ne trouvait pas Ouais, non plus, hein. d'accord, impeccable. Alors, Ah, il est 18 heures. On attend quelques minutes et puis on va démarrer. Je suis incapable de dire combien on sera de participants. Et Jérôme Beton, il n'est pas là encore. Non.
Ah voilà, le directeur de l'ADEME qui arrive. Vous m'entendez? Oui, bonsoir Christophe. Voilà, Jérôme Béton arrive. On a fini juste de faire un petit brief avant la réunion. Il a tous les éléments. Il arrive dans la foulée, là, il se connecte. D'accord, impeccable. Vous serez tous les deux alors? Oui, oui, c'est lui qui intervient, mais s'il y a des Oui, qui questions, intervient. je D'accord. suis en soutien. Voilà. Pas de problème. C'est super comme ça. On va démarrer dans 1 ou 2 minutes. Oui, pas de souci. Très bien. Bonsoir à toutes et tous. Merci de votre présence. Je démarre la réunion. Il y a Monsieur Beton qui est à l'envers. Oui, je suis vraiment sincèrement désolé. J'essaye de trouver une solution, mais Prenez votre temps, prenez votre temps. Et tournez l'ordinateur peut-être, je ne sais pas si ça marche, mais c'est assez drôle. c'est la même chose. Voilà, c'est ça. C'est presque bon, vous allez y arriver. Maurice Barbezan est là, impeccable. Je salue Rosemary Falk, présidente de l'Association des maires. Et je vais vous faire une petite présentation. On démarre à l'heure et on arrêtera à 19h30. Normalement, on aura le temps, avec la préparation qu'on a faite, de traiter le sujet. Alors, donc, je vous salue toutes et tous. On se situe là après la loi. Alors oui, donc merci de couper les micros. Quelques exercices de calcul. C'est Philippe Schaeffer, c'est ça? Alors, on va couper les micros d'autorité. Très bien. Donc, nous sommes après la loi d'accélération des énergies renouvelables et j'ai trouvé bon de faire un point de situation. Il y a une ressource potentielle importante sur les territoires ruraux par le soleil, par le vent, par le gaz, qui peut mettre demain le milieu rural dans une meilleure situation. Et la place des collectivités territoriales est extrêmement importante. Alors, j'ai souhaité faire un point sur le dossier, car il y a beaucoup d'expériences déjà dans le département, à base d'initiatives privées de développeurs qui viennent vous démarcher directement. Et là, grâce à mon collègue Jean-Michel Houlgate, que je salue et je remercie très chaleureusement d'être avec nous, il est sénateur de la Manche et il a été chef de file pour mon groupe politique du texte sur cette loi d'accélération et il nous proposera un décryptage très pédagogique comme il sait faire de cette loi telle qu'elle a été votée. Et nous avons avec nous Charlie Kériel, le directeur de Lorraine Énergie Renouvelable. Merci Charlie d'être là, qui est un opérateur connu, je pense maintenant par les collectivités, d'abord dans Lunévillois, mais
dans tout le département, puisque Lorraine Énergie Renouvelable peut accompagner toutes les communes du département. Donc, il nous fera un point de situation sur ce qu'il observe dans le département et il vous dira comment il peut intervenir pour votre collectivité éventuellement. Et puis, nous avons avec nous Monsieur Jérôme Béton, directeur régional de l'ADEME. Je le cherche, là, savoir s'il a retrouvé. Non, je n'ai toujours pas. Je Je suis fais vraiment remarquer, navré. vous voyez, c'est l'ADEME, il s'est mis de travers. Mais c'est pas grave, on y arrivera. J'arrive pas à retrouver mais Impeccable. ça va venir peut-être au fur et à mesure. Alors l'ADEME est très très importante pour les énergies renouvelables. Il resituera le contexte du SRADET qui a mis en place un schéma régional qui fait référence pour les énergies renouvelables et nous parlera de l'Observatoire des énergies renouvelables dans le Meurthe-et-Moselle. Et puis, on va commencer là avec Daniel Matergia, que je salue. Daniel Matergia, vous le connaissez peut-être parce qu'il est maintenant directeur du centre de gestion des collectivités de la fonction publique territoriale. Il est maire de Sancy, un petit village de 200 habitants dans le Pays Haut. Président, pas directeur, président du centre de gestion, Olivier. Eh ben, merci Rosemary. Donc, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Merci de la précision. Il est maire de Sancy, 200 habitants, président de Cœur de Pays Haut, et il va nous dire comment il a développé une société d'économie mixte, une des premières en France, qui a permis d'aller capter de la valeur plus que des verroteries, plus que l'IFER ou des petites indemnités de passage. Et comment, je ne dis pas que son territoire est devenu riche, mais comment il est devenu plus riche par une opération audacieuse en amont de cette loi. Alors Daniel, je te donne la parole, tu nous parles de ton exemple. Là, je positive très très fortement, tu vas nous redire la réalité, où vous en êtes. Et on commence par toi, et bien entendu, une fois qu'on aura fait un tour avec les différents intervenants, vous aurez la parole, c'est le principe de ces webinaires. N'hésitez pas, vous pouvez aussi, il y a un chat, je pense, vous pouvez éventuellement poser des questions de cette manière-là. Vas-y Daniel. Merci Olivier, merci de cette réunion qui me permet de présenter les choses et puis de comprendre la nouvelle loi qui vient d'être votée. Alors, juste Sancy, 350 habitants, mais c'est comme un village de 200, ça se gère de la même façon. Plaisanterie à part. Tu le disais dans tes propos liminaires, il y a des acteurs privés qui sont souvent aux portes de nos collectivités, de nos mairies, et qui viennent nous voir pour nous dire « Monsieur le maire, on peut vous faire gagner un petit peu d'argent si vous nous donnez les clés de votre territoire, laissez-nous aller voir vos habitants, vos agriculteurs, et puis on va vous mettre là des éoliennes, là des panneaux photovoltaïques. » Et donc cette histoire-là sur les éoliennes, elle date d'il y a une bonne dizaine d'années, même 12 ans, à peu près 12 ans. Et donc à la communauté de communes, qui à l'époque était une toute petite communauté de communes de 8000 habitants, 14 communes, les 14 communes avaient été démarchées pour mettre de l'éolien. Et Sancy également, et j'avais reçu 3, 4, 5 porteurs de projets. Et certains me semblaient un petit peu légers dans leur présentation. Et on voyait bien que le seul but qu'ils avaient, c'était de bloquer le terrain. Donc, au niveau de l'intercommunalité, on s'est dit, on ne va pas se faire concurrence, on va utiliser un outil qui à l'époque était la zone de développement éolien, ZDE. Donc, on accepte de payer une étude au niveau de l'interco qui va déterminer sur notre périmètre les endroits favorables au développement éolien. Donc ça a été le premier pas, de façon à arrêter de se faire concurrence, chacun voulant attirer une éolienne ou pas à l'époque. Cette étude a montré que sur un territoire qui est assez vaste, parce que nous sommes des communes rurales, mais souvent nous nous étendons d'une façon quand même importante, plus que certaines grandes villes, il n'y avait que 2 endroits qui étaient favorables à ce développement. Un triangle entre ma commune et Audun-le-Roman, et puis Bréhin-la-Ville qui est au nord de l'intercommunalité. Parallèlement, dans une autre ville, j'étais banquier, j'ai été regarder un petit peu comment vivaient les sociétés qui développaient des éoliennes et qu'est-ce que ça donnait la rentabilité d'une ferme éolienne. Je peux vous dire que quand j'ai vu ce que ça donnait et quand je voyais
les gens qui me rencontraient pour me proposer ces affaires-là, je me suis dit, c'est pas possible qu'on n'arrive pas, nous, collectivités, s'approprier l'énergie, le développement de l'énergie. Je suis un fervent défenseur des régies. Je suis d'ailleurs président d'un syndicat d'eau et de production d'eau en régie. Donc, ce qu'on a fait dans l'eau, je pense qu'il faut qu'on continue à le faire dans les ordures ménagères. Et là, il y a le train de l'énergie qui passe. Il faut absolument que les politiques se réapproprient la matière et s'investissent un petit peu plus dans les énergies et non pas simplement donner la clé, à des privés qui, s'ils sont là, c'est pour gagner de l'argent. Donc, s'ils gagnent de l'argent, il faut qu'ils le partagent avec les gens du territoire qui vont avoir la vision d'éoliennes qui ne sont pas toujours agréables, qui vont avoir la vision de panneaux photovoltaïques, etc. Donc, comme à cette époque, j'étais déjà administrateur de sociétés d'économie mixte, que je connaissais bien l'outil, j'ai proposé à mes collègues à l'Interco de monter une société d'économie mixte. Ça n'a pas été sans peine. Il y a 12 ans, les sociétés d'économie mixte avaient encore dans l'esprit des collègues une connotation de complexité qu'elle a encore, la SEM l'a toujours, mais de risque, parce qu'à l'époque, c'était créer des SEM immobilières qui, beaucoup avaient bu le bouillon et en laissant des ardoises importantes aux collectivités. Mais à force de persuasion, montrant qu'une société qui ne paye pas la matière première, le vent ou le soleil sont gratuits, qui a un acheteur unique, qui était EDF, à un prix déterminé à l'avance, qui n'a pas de stock à gérer, qui vend la totalité de sa production, si elle se casse la figure, c'est vraiment qu'il y a un gros problème de gestion. Donc, mes collègues ont accepté qu'on constitue cette société d'économie mixte. À l'époque, tu l'as dit, j'étais une des premières en France. D'ailleurs, j'ai eu la fédération des EPL qui est venue m'accompagner sur le territoire. Et le risque qu'on a pris, parce qu'il y a un risque, c'était de payer les études. Parce que si au bout des études, on n'a pas de concrétisation, l'étude est payée et ne pourra pas être utilisée, rentabilisée. Donc, une société d'économie mixte, force publique, il faut du privé. On a lancé un appel à manifestation d'intérêt. On a reçu des sociétés privées. On en a auditionné. On en a retenu une qui, à l'époque, s'appelait Erelia, qui depuis est devenue Engie Green, par le jeu des rachats du groupe Engie et des fusions entre les différentes sociétés nationales. Aujourd'hui, Engie a une société qui s'appelle Engie Green, qui est chargée du développement éolien et solaire au-delà de 10 hectares, hein, pas les petits projets. Et donc, notre partenaire unique privé, c'est le groupe Engie, avec qui on s'est entendu pour dire les collectivités, on aura les 51%, on aura la présidence. Le privé, vous amenez l'argent, vous amenez le risque. Vous aurez 49% de la richesse qui se crée. Donc, tout ça, c'est fait sur... ça a quand même été une histoire à long cours, hein. Sur les 2 projets éoliens qu'on avait, on en a un qu'on a pu développer rapidement. Il va commencer à rapporter des dividendes dès cette année. Et puis, on construit là aussi, pour la fin de l'année, 6 nouvelles machines sur le site, 6 ou 7, sur le site de Bréhin-la-Ville. Entre-temps, la société d'économie s'est intéressée un petit peu à l'hydrogène. On est un des rares territoires à avoir une station service hydrogène qui alimente nos 3 véhicules, des Kangoo hydrogène et des 5 vélos hydrogène qui sont utilisés par les habitants. Et ensuite, ils feront l'objet d'une autre utilisation. Pour revenir sur le partage de richesses, aujourd'hui, le résultat d'exploitation de la société, c'est-à-dire ce qui va rester en termes de bénéfices, est partagé entre le privé et les collectivités. Donc, c'est un levier important. Alors aujourd'hui, on le laisse dans la société d'économie mixte parce qu'on veut encore développer de nombreux projets. Une étude, c'est entre 200 et 400 000 euros. Donc, c'est le risque qu'on porte, hein, je le dis. Cette étude, si elle n'aboutit pas, l'argent est perdu.
Et donc, on essaye de capitaliser. On a d'ailleurs recapitalisé l'ACEM à hauteur d'1,1 million. On a fait appel à une épargne citoyenne d'ailleurs, mais je pense que j'aurai peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. On a été là aussi les premiers à lancer des obligations pour se financer, pour financer la collectivité. Et donc, le résultat, qui est loin d'être négligeable, est partagé entre le privé et le public. Aujourd'hui, l'ACEM, j'en termine là. Pardon? Tu nous tiens en haleine. Combien? Mais si, le résultat potentiel. Pour l'instant, tu nous expliques que vous capitalisez. Une éolienne, c'est à peu près 100 000 euros de résultat annuel. Une éolienne. Une machine. Éolienne, vous en avez combien là? 5, 6? Bah là, on en a 2 et on va bientôt en avoir entre 9, voilà, entre 8 et 9. Donc, mais en même temps, l'ACEM a développé, là on est près sur quasiment 14 hectares de photovoltaïque, où aussi on aura le même partage de richesse. Aujourd'hui, en tous les cas, l'ACEM qui commence à rentrer des dividendes, je le disais, après 10 ans, hein, donc il a fallu quand même tenir bon et les élus qui sont autour de moi sont des élus qui ont cru au projet et qui croient encore, d'autant plus maintenant qu'ils ont vu qu'on a fait… notre mise de départ a été multipliée par 4 sur la valorisation de la société. Alors, combien vous avez mis au départ? Parce que vous n'aviez pas la capacité financière. Raconte-nous comment vous avez fait. Et puis, on compare les 100 000 euros d'une éolienne par rapport à l'IFER qu'on te propose traditionnellement quand tu n'es pas au courant. Alors, pour avoir des chiffres, aujourd'hui l'IFER pour la commune, c'est 3 200 euros pour les 2 éoliennes. D'accord. Voilà, 3 200 euros, ça fait 1 500 euros de fiscalité par éolienne. Mais ça dépend bien sûr des mégawatts. Moi, c'est des 2,5. Si aujourd'hui on mettait une 3 mégawatts, l'impôt serait un peu plus élevé. Mais on va avoir entre 80 000 et 100 000 euros de dividendes par an dans la société. C'est quand même un levier bien plus important. Au départ, on a fait une société avec 160 000 euros de capital, donc 80 000 euros le privé, 80 000 euros les communes. On l'a très vite monté à 260 000, puis 500 000, et maintenant c'est la 3e opération d'augmentation de capital où on est à 1,1 million. Mais les 160 000 euros qui nous ont permis de faire les études sur nos éoliennes ont été valorisés à 900 000 euros. D'accord. Daniel, les 900 000 euros, c'est l'exploitation sur les 10 ans des 2 éoliennes. Daniel, je pense que pour amorcer la réunion, ton exemple est extrêmement intéressant, même passionnant, parlant, et il vise à démontrer que sans les bénéfices de la future loi, on peut déjà inverser les choses et capter de la valeur en se positionnant bien. Enfin, là, vous êtes propriétaire du terrain, je pense, et quand on n'est pas propriétaire… Non, il y a des terrains. Non, il y a des terrains sur lesquels on est locatif. On est locataire. D'accord. Alors, ce que je voulais dire pour finir, hein, pour conclure, c'est qu'aujourd'hui, comme on touche un petit peu d'argent dans la SEM, on peut vraiment la mettre au cœur de ce qu'on voulait au début du projet. Elle s'appelle Sodégère Haut-Lorraine, donc Société de gestion et de développement des énergies renouvelables en Lorraine, parce qu'on espérait avoir à nos côtés la région et le département pour en faire un outil à disposition des collectivités. La région est venue très prudemment, mais aujourd'hui, comme on va pouvoir staffer la société, la SEM, elle est à disposition des autres territoires. C'est-à-dire que plutôt que de travailler avec un privé, on a, nous, la même philosophie, à savoir que le territoire qui souhaite développer ses énergies renouvelables peut faire appel à la société. Et l'idée, ça sera bien évidemment un partage de la richesse. Très bien, Daniel. Je te remercie beaucoup pour ton exemple. On reviendra dessus par les questions des élus qui voudront compléter leur curiosité. Mais là, on va donner la parole à mon collègue Jean-Michel Houlgat, sénateur de la Manche, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et qui s'est, entre guillemets, coltiné les dizaines d'heures de débat du texte d'accélération et qui le maîtrise vraiment très très bien. Alors, on est dans un contexte de crise énergétique que je ne rappellerai pas avec la guerre en Ukraine, et un contexte assez incroyable où très rapidement
les énergies solaires et éoliennes deviennent très performantes et rapportent maintenant de l'argent à l'État, puisqu'on produit, c'est les modes de production les moins chers. Et il y a eu une drôle de loi dans le projet de loi de finances de l'an dernier qui fait que maintenant, les producteurs éoliens doivent rembourser les aides par un mécanisme assez complexe. Ils redonnent de l'argent à l'État. Et sur le photovoltaïque, c'est la même chose. Vas-y, Jean-Michel, si tu peux nous faire ce décryptage de la loi que nous attendons. Vas-y, à toi la parole. Merci Olivier. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, en effet, cette loi qu'on appelle maintenant la loi du 10 mars, c'est encore chaud en quelque sorte, hein, a terminé son processus législatif. Elle a été promulguée. D'ailleurs, avant sa promulgation, le Conseil constitutionnel avait émis un certain nombre d'avis. Et d'ailleurs, il y a des articles pour le rôle du Conseil constitutionnel qui ont été validés et d'autres qui n'ont pas pu être promulgués dans cette loi parce qu'ils ont été considérés comme des cavaliers législatifs. Alors pourquoi cette loi? Cette loi, elle est très simple parce que, je veux dire, on a besoin, et Olivier l'a dit, on a besoin il y a une problématique énergétique à l'heure actuelle, même si la France a fait pas mal d'efforts, elle n'a pas rempli pour l'instant ses objectifs européens qui consistent à porter à 23% la part du renouvelable. On l'a fait, on a fait des choses, mais malheureusement, on l'a fait souvent assez mal, dans la mesure où les implantations ont été mal coordonnées et on a très bien vu qu'à un certain nombre d'endroits, il y a une forme de saturation qui s'est opérée, il y a eu une non-maîtrise de la part des élus et ça a généré à la fois une multiplication des conflits, des recours et puis un manque d'acceptabilité. Donc, le gouvernement a souhaité, d'une certaine façon, essayer de re-rationaliser les choses. Et cette re-rationalisation, elle est passée par un projet de loi qui, au départ, avait 20 articles et qui s'est retrouvé à la sortie du dispositif avec 162. Donc, c'est pour vous dire un peu l'inflation qui a été faite. Cette inflation, elle est due je dirais tout simplement à ce que c'est un sujet qui est un sujet extrêmement important, extrêmement vital, et que en particulier le Sénat, qui est, je dirais, la chambre qui représente les élus locaux, a voulu y mettre son empreinte. Et ça, c'est extrêmement important puisque la préoccupation première du Sénat et des élus, quelle que soit d'ailleurs leur tendance politique, c'était de permettre à ce que les élus locaux puissent reprendre la main, notamment en matière de planification. Alors, je ne vous cache pas, et en introduction, c'est que quand on parle d'élus locaux, il y a toujours une petite rivalité entre ceux qui sont les partisans du couple commune-département et ceux qui sont plutôt partisans de l'intercommunalité région, du couple intercommunalité-région. Et dans ce projet de loi, on voit très nettement la patte, alors bien évidemment la région est respectée, mais on voit plutôt la patte de disons, voilà, la cellule de base qui va décider, c'est la commune et ce n'est pas l'intercommunalité, même si l'intercommunalité, bien évidemment, est associée, et j'y reviendrai. Ensuite, ce que le Sénat a voulu, c'est qu'on soit dans un mécanisme de planification ascendant, c'est-à-dire que ça parte des communes et qu'au contraire, ça ne descende pas, entre guillemets, de l'État et que ça soit imposé aux communes. Donc, on est bien dans une planification ascendante, même si, bien évidemment, à un moment donné, il faut faire correspondre ce qui remontera des territoires et puis les objectifs qui doivent être atteints par la future programmation pluriannuelle de l'énergie au niveau national et leur déclinaison régionale. Alors, comment on fait pour accélérer et quelles sont les ambitions? Juste, je ne vais pas vous noyer de chiffres, je vais citer simplement 3 chiffres. C'est les ambitions qui sont affichées, hein, c'est-à-dire que d'ici 2050, hein, on doit multiplier par 10 la production d'énergie solaire. Donc, ça veut dire et ainsi dépasser 100 gigawatts. C'est conséquent. Le deuxième élément, vous n'êtes pas concerné, mais c'est de déployer 50 parcs éoliens en mer, et on sait que c'est compliqué, on l'a bien vu, et vous suivez l'actualité, pour atteindre cette fois-ci 40 gigawatts. Et puis enfin, c'est de doubler la production d'éoliennes terrestres pour arriver à 40 gigawatts également. Alors, certains bondissent en disant, mais on est déjà saturé, donc ne vous inquiétez pas, puisque bien évidemment, on tient compte de l'existant. Pour, je dirais, permettre tout cela, on a plusieurs leviers sur lesquels on doit, pour permettre d'accélérer ce dispositif de déploiement des énergies renouvelables, on a 4 leviers. Le premier levier, je dirais, c'est une meilleure planification, et cette meilleure planification en associant bien évidemment les élus locaux. Alors,
concrètement, mais je ne vais pas prendre trop de temps, mais comment les choses vont se passer? Eh bien, d'abord, ce qui est important, c'est que sur le plan départemental, un référent départemental qui sera chargé de l'instruction des dossiers va être identifié. Ça paraît important parce que c'est un interlocuteur qui sera l'interlocuteur de l'instruction. Et ça me paraît, moi, fondamental. C'est dans la loi, ce sera un des sous-préfets qui sera chargé d'être le référent pour l'instruction, je dis bien l'instruction des dossiers. Deuxième élément, il y aura un porté à connaissance auprès de chaque maire, et chaque maire recevra un document, alors je ne sais pas sous quelle forme, peut-être que l'ADEME pourra nous le dire s'ils ont des éléments, mais il recevra sur le potentiel que recèle chaque commune en matière d'énergie renouvelable dans les différents types, que ce soit du solaire, que ce soit de l'éolien, que ce soit d'autres formes. On a beaucoup parlé de petite hydroélectricité, c'est un sujet qui passionne les débats au Sénat. Il va y avoir le fameux cadastre solaire qui existe déjà, mais qui va être réactualisé et ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de documents, le maximum de documents et d'informations qui vont arriver au niveau des maires. Donc, les communes vont recevoir d'une certaine façon à la fois leur potentiel d'énergie renouvelable et puis, je dirais, tout ce qui pourrait déjà être des facilitateurs pour les instructions futures, notamment en termes d'autorisation environnementale. Je fais une petite parenthèse pour dire que l'autorisation environnementale, elle doit tenir compte de l'existant et notamment éviter les fameux phénomènes de saturation, notamment pour les éoliennes terrestres. Et ça, c'est stipulé dans la loi. Une fois que les communes auront leur potentiel, c'est à elles d'identifier les zones qu'elles appellent, donc on appellera des zones d'accélération. Elles rendront une délibération, donc elles ont 6 mois pour le faire, pour délibérer, pour dire, voilà, sur ma commune, voilà, c'est en fonction de ce que m'a donné l'État, voilà à quoi je peux contribuer au développement des énergies nouvelles renouvelables. Ensuite, c'est là où un peu dans la loi, les choses vont se caler sans doute, en termes puisque cette transmission des communes, cette identification des communes, elle va être soumise à l'information des EPCI qui ne délibéreront pas normalement. Les EPCI seront informés, les SCOT seront informés. Je ne doute pas qu'il y aura un dialogue qui va se faire. De même qu'au niveau départemental, il y aura une conférence territoriale qui va se réunir de façon sans doute peut-être à harmoniser des choses. Donc, on est un peu dans le dialogue. Néanmoins, donc, ces zones qui sont, je dirais, à la main des communes seront transmises cette fois-ci donc au niveau régional avec un avis du comité régional de l'énergie. Ce comité régional de l'énergie donc va prendre acte des potentialités des communes. Il va, entre guillemets, le retransmettre en disant oui, cette commune nous paraît remplir les objectifs qui sont assignés au niveau régional, ils peuvent être contributifs, on est d'accord, et à ce moment-là, donc le maire doit redonner un avis conforme pour valider le fait qu'il est bien d'accord sur le type d'énergie qu'il y ait sur sa commune, ce qu'on appelle une zone d'accélération. Alors, ça ne veut pas dire que les projets se refont, mais néanmoins, donc, il est candidat pour pouvoir accueillir des mécanismes d'énergie renouvelable. Dans l'hypothèse où les objectifs régionaux ne seraient pas atteints, eh bien, le comité régional de l'énergie se rapprochera des maires en disant écoutez, ça serait quand même bien que dans les 3 mois qui viennent, vous nous identifiez des zones complémentaires pour pouvoir définir, pour pouvoir remplir nos objectifs. Donc, on a voulu, nous, au Sénat et à l'Assemblée, donc à ce qu'il y ait à chaque fois des instances de dialogue avec quand même un peu de temps pour pouvoir se caler. Donc, ça, c'est, je dirais, le premier grand apport de cette loi, c'est ce mécanisme et c'est ce levier qui va permettre à la fois d'arrêter des cartographies à l'échelle départementale et puis une fois qu'on aura collecté ces avis conformes des communes, donc il y aura une carte départementale qui sera bien évidemment publiée et ces communes pourront également délimiter des zones d'exclusion dès lors que les objectifs régionaux sont atteints. C'est une des hypothèses qui peut être envisagée. On peut dire, voilà, après tout, on se rend compte qu'on avait proposé un certain nombre de zones, mais qu'on est un peu dans le trop-plein. Donc, on peut tout simplement dire, voilà, on peut revenir un peu plus en deçà des objectifs initiaux. Ce processus va être renouvelé tous les 5 ans et cela, donc, à partir du 31 2027. Donc, les zones d'accélération devront contribuer, bien évidemment, à atteindre les objectifs
Je ne parle pas du dispositif qui est un dispositif un peu différent pour l'éolien en mer, parce que vous n'êtes pas moins concerné. Néanmoins, ce qui sera intéressant aussi, c'est qu'il y a un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité qui sera mis en place d'ici 2024. Le premier levier, donc, c'est un levier de planification. Le deuxième, c'est un levier de simplification des procédures. Alors, c'est vrai qu'on dit que les procédures d'instruction sont longues, mais on s'est beaucoup plus attelé. Oui. Avant d'aller sur le deuxième, là, je voudrais insister sur la place qui est réservée aux communes, et ça a été très largement commenté. Tu fais une explication très pédagogique, extrêmement agréable, tout à fait limpide, mais je voudrais que tu approfondisses un petit peu tu l'as dit dans ton introduction, qu'il y a des grands débats entre la strate régionale et intercommunale, et puis de l'autre côté, la strate communale et départementale. Là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une loi qui remette les communes au centre, alors que là où on parle, on est vraiment la France des petites communes. Il y a très très peu d'ingénierie dans les communes. C'est pas comme dans ton département où il y a beaucoup de communes nouvelles, il y a des communes d'une plus grosse taille. Enfin, tu as aussi des petites communes. Donc, tu sais ce que c'est. Est-ce que tu peux commenter ça avant d'aller sur le deuxième levier? Si tu veux, je ne sais pas s'il y a quelque chose à commenter. C'est-à-dire que toi, tu laisses induire le fait que les communes n'auront pas les moyens, avec la faible ingénierie qui est la leur, de pouvoir, comment dirais-je, identifier les zones d'accélération sur leur territoire. C'est ça. Tu vois, on a eu les c'est un débat qu'on a, donc c'est un débat qu'on a. Alors, je ne sais pas si l'ADEME pourra apporter des éléments complémentaires. Je pense que l'ADEME on a aussi la chance maintenant d'avoir la NCT, mais je veux dire, je ne sais pas si c'est le rôle du CEREMA de faire tout ça, mais je pense que voilà, les différents services de l'État, et c'est pour ça qu'on s'était battu nous aussi dans le cadre du débat pour dire, ben oui, il est évident, mais c'est aussi un peu inscrit dans la loi à un moment donné que les services d'ingénierie de l'État doivent être renforcés pour mettre le maximum d'éléments à disposition des communes, mais aussi peut-être pour mieux les accompagner dans leur choix. Là où il peut y avoir une ambiguïté et où la loi, pour l'instant, ne le précise pas trop, c'est en cas comment dirais-je, c'est véritablement le rôle qui est laissé aux SCOT et aux intercos. Moi, je n'ai pas l'impression que dans la loi, à l'heure actuelle, comment dirais-je, les intercos et les SCOT aient véritablement un pouvoir délibératif. On ne leur demande pas de délibérer, on leur demande qu'il y ait une concertation. Donc, c'est bien les communes qui ont d'une certaine façon, qui ont la main. Même si on n'imagine pas que tout ça ne doivent pas, dans le cadre des SCOT ou des intercos, pouvoir être harmonisés d'une certaine façon. Mais il n'y a pas le pouvoir, comment dirais-je, d'injonction de l'intercommunalité sur la commune. Ça, c'est extrêmement important. C'est le maire qui reste décideur de ce qu'il veut sur le territoire, mais par contre, il faut aussi que les maires jouent le jeu. Il faut aussi que les maires jouent le jeu. Et ça sera le comité régional de l'énergie qui leur dira, écoutez, si l'offre est inférieure, c'est à vous de faire des efforts supplémentaires. Juste pour comment dirais-je, en ce qui concerne la simplification des procédures et ce qu'on appelle la mobilisation, donc la limitation des recours. Un des recours principaux, c'est les recours qui sont liés à l'autorisation environnementale et notamment la fameuse dérogation aux espèces protégées qui ne peut, dans la loi, n'être accordée que si 3 conditions cumulatives sont réunies. Alors, je vous les rappelle parce que vous connaissez sans doute les histoires des espèces protégées. Donc, il faut bien évidemment démontrer qu'il n'y ait pas, qu'on est dans l'absence d'autres solutions satisfaisantes. On est bien évidemment dans ce qu'on appelle la démarche éviter, réduire, compenser. Donc, il faut qu'il y ait absence d'autres solutions satisfaisantes. Il faut, et ça c'est toujours maintenu, qu'il y ait le maintien dans un état de conservation favorable des populations qui sont concernées et dans leur aire de répartition naturelle. Donc, c'est déjà une contrainte qu'il faut prouver, c'est-à-dire que pour avoir une dérogation des espèces protégées, pas d'autre solution sur le plan énergétique, maintien dans un état de conservation des populations qui sont concernées dans leur aire de répartition. Et puis, il y avait une troisième condition qui était complexe, extrêmement difficile, juridiquement très, très, très difficile à défendre. Il fallait démontrer que le projet puisse répondre à ce qu'on appelait une raison impérative d'intérêt public majeur.
Donc, la simplification, c'est tout simplement de dire, à partir du moment où on a des projets énergie renouvelable, ils vont s'inscrire dans ces zones d'accélération, ils seront automatiquement qualifiés de répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur. Il ne faudra plus le démontrer dans le cadre de la dérogation espèces protégées. Et à partir de ce moment-là, on espère bien évidemment diminuer des recours. Deux autres avancées, c'est que l'auteur du recours est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et aux bénéficiaires de la décision. Donc voilà, c'est aussi un peu plus de transparence sur l'information des recours. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est le fruit de l'expérience, où le juge peut demander tout simplement une régularisation quand il manque des pièces, avant de procéder à une annulation. Donc, ça, c'est aussi une procédure qui permet de gagner du temps. Il y a des procédures aussi au niveau des enquêtes publiques. On a beaucoup débattu sur ce sujet, parce qu'à partir du moment où il y a une participation par voie électronique, il y a les problèmes d'électronisme, etc., etc. Donc, les maires auront un rôle à jouer dans le cadre de ces consultations. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, et c'est important, parce que ça, c'est de la responsabilité des maires, il est évident que ces zones d'accélération, elles devront être définies en concertation avec les populations concernées. Ce n'est pas uniquement le conseil municipal, ou c'est pas, je ne doute pas que vos maires ici présents ne soient des autocrates, mais d'une certaine façon, il faudra que vous consultiez les populations. Alors, il n'y a pas de formalisme, mais les concertations locales, elles se feront dans les formes que les maires auront à décider et à mettre en œuvre. Rapidement, parce que je ne veux pas trop monopoliser le temps, le troisième élément, c'est bien évidemment mobiliser le maximum de foncier, donc pour le solaire et pour l'éolien. Donc la loi, bien évidemment, facilite l'installation de panneaux solaires sur des terrains qui sont déjà artificialisés. C'est important, puisque il ne s'agit pas de créer de l'artificialisation. Et on le verra même tout à l'heure sur l'agrovoltaïsme. On ne va pas soustraire des terres agricoles, des terres nourricières, pour permettre le développement de panneaux photovoltaïques. Donc, bien évidemment, je ne sais pas si vous êtes concernés, mais les parkings extérieurs existants de plus de 1500 m², c'est notamment les parkings des grandes surfaces, devront être équipés de panneaux solaires, de même que une possibilité de terrain en bordure des routes, des autoroutes, etc. Et de même pour les voies ferrées. On n'est pas concerné par la loi littorale, mais aussi sur des friches. En loi littorale, on peut imaginer que, de façon à ce que ce soit extrêmement bien identifié, il s'agit d'être prudent, mais pour être mobilisé. Bien évidemment, sur les bâtiments non résidentiels, comment dirais-je, qui viennent d'être construits, donc neufs ou lourdement rénovés, donc avec des couvertures minimales qui sont imposées et puis qui vont monter en fonction du temps pour pouvoir justement utiliser ces surfaces pour y mettre des panneaux solaires. Donc, voilà un peu ce qu'il en est. Revenir rapidement sur l'agrivoltaïsme. Donc, l'agrivoltaïsme est défini dans la loi et il est strictement encadré, puisqu'il s'agit bien évidemment, les ouvrages solaires au sol sont interdits sur les terres cultivables. Ça, c'est important de le dire. Donc, il s'agit d'utiliser le maximum de foncier, notamment disponible, les bâtiments agricoles, pour pouvoir, comment dirais-je, utiliser ces surfaces pour y mettre des panneaux solaires. Et bien évidemment, tout ce qui est agrivoltaïsme sera défini en concertation avec les chambres d'agriculture. Vous êtes concerné aussi, parce que j'avais entendu lors de la préparation de ce webinaire que vous aviez pas mal de bases aériennes avec des radars. Donc, il y a un article qui vous est concerné, qui vous concerne directement, puisque les projets d'éoliennes peuvent conduire à une gêne pour les radars de détection militaire, civile ou de Météo France. Dans ce cas, les porteurs de projets devront construire des radars de compensation. Voilà. Et il y a une partie de ces radars, d'ailleurs, qui pourra être pris en charge par l'État. Dernier point, donc dernier levier, donc après, comment dirais-je, la planification, après l'accélération et notamment de limiter les recours, bien évidemment, le partage de la valeur. Et on en a donc
nous a donné donc un exemple tout à fait élogieux, puisque donc les lauréats d'appel d'offres, je vais vous dire exactement la phrase de la loi, hein, et les lauréats des appels d'offres participeront, hein, seront tenus de financer à la fois, des projets portés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation en faveur de la transition énergétique, et ça donc sur des projets qui vont concerner la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique, la mobilité moins consommatrice et la moins polluante, ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique. Oui, il y a toute une palette de financement qui est offerte pour permettre donc de mobiliser, de capter également cette valeur, et également donc pourront être financés des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité. Alors, de même, comme ça a été dit tout à l'heure, je veux dire, les communautés d'énergie sont facilitées, les sociétés d'économie mixte locales peuvent participer à ces communautés comment dire, les mécanismes d'autoconsommation également sont facilités. Mais on pourra, si vous le voulez, à la question, peut-être plus rentrer dans le détail. Je ne voudrais pas monopoliser trop de temps pour vous dire un peu ce qu'il en est de sa loi. Alors, c'est un peu compliqué de résumer en quelques minutes les 162 articles, mais pour vous dire que c'est un véritable coup d'accélérateur qui est donné. Et puis surtout, c'est la main aux élus locaux à la fois pour définir les zones, mais aussi, ce qui est très intéressant, c'est, comme l'exemple a été donné tout à l'heure par Daniel, pour capter la valeur et faire en sorte que les uns et les autres puissent en tirer le meilleur bénéfice. Je conclurai en disant ce que recommande d'ailleurs le Conseil économique, social et environnemental, qui avait fait des recommandations en amont de cette loi, c'est qu'on passe de l'acceptabilité à l'appropriation des projets. C'est différent. C'est-à-dire que quand on est dans l'acceptabilité, on a des projets qui nous sont imposés. Quand on est dans l'appropriation, ça veut dire qu'on est, je dirais, co-constructeur du projet, on le fait le plus en amont possible et on essaie d'en récupérer, je dirais, le même maximum de bénéfices au profit du territoire. Super, merci beaucoup pour ton intervention, Jean-Michel. Je regrette vraiment pas de t'avoir sollicité, tu es très pédagogue. Moi, j'ai pas pu assister au débat, mais là, franchement, j'ai tout compris à ce qui se passe. Tu restes avec nous et on pourra te questionner si les uns et les autres ont des précisions à t'apporter. En tout cas, merci beaucoup. Alors là, on va donner la parole à Charlie Keriel, le directeur de Lorraine Énergie Renouvelable, qui est une très belle association née dans le Blamontois dans les années 2000, après qu'il y ait eu création d'un parc éolien. Et maintenant, vous intervenez pour les collectivités de tout le département. Alors, tu vas nous dire 2 mots sur Lorraine Énergie Renouvelable, comment vous pouvez intervenir pour les communes, et puis tes réactions par rapport au décryptage de la loi et par rapport à ce que tu entends directement des élus locaux qui vous sollicitent, Charlie. Vas-y, à toi la parole. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous, et merci Olivier de nous avoir invités. Je me permets donc de présenter l'association parce que tout le monde ne nous connaît pas effectivement. L'association Lorraine Énergie Renouvelable, c'est d'abord l'éducation à l'environnement, donc la sensibilisation du grand public, et notamment en Meurthe-et-Moselle, et aujourd'hui on a un rayonnement régional. En fait, on a porté depuis différentes missions, au-delà de l'éducation, des missions d'accompagnement pour développer les projets d'énergie renouvelable. Donc, on est une association au service des territoires, pour faire simple, accompagner la transition énergétique. Donc, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais on a des missions qui sont cofinancées aujourd'hui et qui sont déployées avec des chargés de mission sur les territoires. Donc, des missions comme Géclair, Générateur. Alors, je ne sais pas si dans cette salle virtuelle, tout le monde a déjà entendu parler de ces 2 missions. Elles sont intéressantes et complémentaires. Alors, je vais vous faire une brève présentation de chacune. Géclair, c'est l'accompagnement des projets de développement qui développent les énergies renouvelables localement. L'intérêt, c'est d'intégrer surtout les citoyens, donc développer des projets où le citoyen va être d'une manière ou d'une autre concerné par le projet en étant dans une coopérative, actionnaire dans la société de projet. Donc, il va avoir une certaine maîtrise sur un certain nombre de décisions.
Et surtout, on va pouvoir capter de la valeur. On en a un petit peu parlé en introduction avec Daniel. Et puis, on a une autre mission qui est les générateurs déployés depuis l'année dernière. Elle est assez récente et on voit qu'il y a un alignement des planètes entre cette mission qui fait lancer et cette loi-là qui va rentrer en vigueur. Cette mission, c'est un chargé de mission également au service des communes, petits blocs communaux qui n'ont pas l'ingénierie, on en parlait tout à l'heure, voilà justement, qui ont besoin d'être accompagnés sur l'émergence des projets photovoltaïques et éoliens, les deux grosses énergies, les énergies renouvelables principalement qui vont être fortement développées et qui concernent la plupart des collectivités. Et ces deux missions-là sont cofinancées par nos financeurs principaux que sont la région Grand Est et l'ADEME. Voilà. Donc on a deux missions, deux outils, on va dire. On est comme une caisse à outils, si on devait résumer notre association, comme une caisse à outils pour les communes sur ces questions d'énergie renouvelable. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la plupart de ceux qui consultent, qui sollicitent l'association, c'est des communautés de communes plutôt, parfois des pays aussi, qui connaissent déjà le sujet, qui sont assez sensibles, qui veulent développer une politique sur la transition énergétique. Donc, souvent, elles ont aussi de l'ingénierie. Et puis après, il y a le reste des communautés de communes, des communes qui, elles, n'ont pas forcément aborder le sujet ou qui vont l'aborder un jour, mais qui n'auront pas forcément l'occasion de prendre les choses dans le bon ordre. Et donc, elles arriveront parfois un peu trop tard pour pouvoir être accompagnées par nos services. Alors, cette mission, elle est aussi la particularité ici en Meurthe-et-Moselle, parce que je vous disais, région Lorraine, ça, c'est les missions générateurs éclairs. Mais on est dans le département de Meurthe-et-Moselle, on va dire, un traitement particulier qui est vraiment au bénéfice des collectivités. C'est que c'est une mission qui est cofinancée, pour faire simple, 50% de la mission est financée par ADEME Région, et après, il y a le reste à charge pour les collectivités. Et on a développé un partenariat avec le département 54 en Meurthe-et-Moselle et avec le syndicat départemental d'électricité 54 également, pour avoir un reste à charge nul pour les communes et les communautés de communes qui solliciteraient les chargés de mission de l'association. Voilà, donc on va dire, les conditions sont vraiment réunies aujourd'hui pour que ce service-là puisse bénéficier à tous ceux qui vont devoir se mettre dans ce sujet-là des énergies renouvelables. Et nous, on trouve que c'est une bonne chose que de planifier justement ces zones d'accélération, parce que ça oblige, entre guillemets, les communes à prendre le temps de réfléchir à leur potentiel et à ce qu'elles veulent avec la population. Je ne vous apprends rien si je vous dis que l'éolien aujourd'hui est de plus en plus clivant. Il y a beaucoup de personnes qui disent plutôt ailleurs, pas chez nous, et qui le vivent très mal, qui sont crispées quand justement une commune s'engage comme ça sans avoir pris le temps de cette concertation. Là, l'avantage, c'est qu'on va en amont, avant de faire quoi que ce soit, même avant de prendre des orientations, on va pouvoir réfléchir avec la population et sans doute que ça va être facilitateur pour s'approprier justement ces projets. Quand on sait dans le SRADET de la région qu'entre 2012 et 2050, on veut multiplier par 14 la puissance installée en photovoltaïque, par 5 la puissance installée en éolien, on se dit qu'il y a encore beaucoup de zones qui vont se développer et ça se trouve, ça se fera dans vos territoires. Donc, il y aura besoin à ce moment-là justement de bien border le projet et d'entraîner la population au maximum avec soi. Donc voilà dans les grandes lignes notre association, ce qu'elle peut vous proposer. Je vous disais 2 missions, 2 chargés de mission à votre service, un cofinancement complet avec région ADEME, SDE et conseil départemental. On est plutôt dans la phase émergence des projets pour générateurs avant l'autorisation administrative. Donc voilà, quand on a besoin de s'approprier ne serait-ce que l'énergie, savoir quelles sont les opportunités sur l'énergie éolienne, sur l'énergie photovoltaïque, quels sont les montages juridiques possibles, comment associer la population, comment animer justement les débats autour de tout ça. On va pouvoir nous jouer ce rôle d'animateur. Et sur Géclair, la mission qu'on porte depuis 2018 maintenant, eh bien, c'est comment on va pouvoir intégrer les collectivités et les citoyens dans la gouvernance des projets. Est-ce que ça va comme propos préliminaire, Olivier? Ah, il faut que tu actives ton micro.
Précise-nous un petit peu les sollicitations des collectivités que vous avez. C'est sur quel type d'énergie principalement, l'actualité quoi, du dossier par rapport à ce qu'on aura entendu auparavant. Puis après, on Oui, passera à l'ADEME qui donnera son propos et vous aurez la parole. N'hésitez pas à poser vos questions. d'accord. Donc, les deux sujets, les deux énergies sur lesquelles on est le plus sollicité, c'est justement le photovoltaïque et aussi encore l'éolien. Donc, le photovoltaïque, beaucoup de communes se posent la question de pouvoir installer des panneaux solaires sur leur bâtiment. Il y a aussi l'autoconsommation collective qui est un sujet qui monte, qui prend de l'ampleur, avec quand même des zones d'ombre. J'ai mon collègue d'ailleurs, Sylvain Balland, qui est là, peut-être qui pourra intervenir opportunément sur ce sujet-là, si on y revient. Mais effectivement, c'est des sujets aujourd'hui qui sont d'actualité, mais avec encore des questionnements autour. L'éolien, c'est souvent parce que les élus ont été démarchés par des développeurs qui se posent la question de l'opportunité. Donc voilà, on leur dit que ça va être très intéressant financièrement. Mais sauf qu'ils n'ont pas toujours aussi les différents scénarios possibles. Et je pense notamment à un exemple en particulier, en fait. Une commune qui avait fait appel à nous et qui a eu quelques difficultés après parce qu'elle était partie sur cette solution sans forcément au départ une volonté de concertation et de réflexion en amont. Ce qui fait qu'il y a eu un collectif anti-éolien qui s'est monté très rapidement, qui a donc assisté aux réunions publiques qui avaient justement pour but de clarifier, de faire connaître l'énergie éolienne, de déjà donner quelques pistes de développement sur ce sujet-là. Et donc, nous, dans cette boucle-là, qu'est-ce qu'on a pu apporter? Bien, c'est tout simplement montrer qu'il existait des alternatives. Voilà, il ne faut pas rester fermé à d'autres possibilités. Quand une énergie va vers une impasse, bien peut-être il y en a une autre. Et c'est aussi intéressant et pédagogique pour la population qui est contre, c'est de savoir, mais alors vous êtes pour quoi? Et poser aussi cette question-là, finalement, si vous êtes contre, vous êtes pour quelle solution? Comment est-ce qu'on peut, nous aussi, dans les territoires, apporter notre pierre à cet édifice? Et enfin, on a parlé il y a une solution qu'on a pu proposer, c'est justement d'ouvrir la société de projet du développeur aux citoyens, avec justement des prises de part par la collectivité. Ce qui a été plutôt bien accueilli par une partie justement de la population qui était encore hésitante. Très bien. Je pense qu'on situe bien là maintenant, Charlie, le rôle que vous pouvez jouer. On va poursuivre notre panorama avec Jérôme Béton qui a retrouvé le nord. Quel endroit. Voilà, c'est ça, et qui est dans le bon sens maintenant. Alors, dites-nous votre rapport sur le sujet avec le décryptage de la loi qu'a fait Jean-Michel Ougat. Ce que fait l'ADEME, comment vous pouvez intervenir dans le contexte avec les outils existants comme le SRADET et votre observatoire. Bonsoir à tout le monde autour de cet écran et je vous remercie de nous avoir invités. Je suis accompagné de Christophe Reif qui est directeur régional délégué sur le site de Metz, donc c'est probablement un grand nombre d'entre vous le connaissent déjà. Et donc, je vous remercie aussi pour cette présentation de la loi, une loi qu'on découvre aussi. Hein, on est très sensible à cette loi-là. Elle apporte un cadre nouveau, un cadre clair. Il s'agit d'aller beaucoup plus vite. Elle apporte un cadre opérationnel. Elle est extrêmement ambitieuse en termes de délai. Je suis désolé, je dois mettre de l'électricité sur mon écran. Sinon, Je sais pas. Alors, on a perdu Monsieur Béton. Je pense qu'il a juste un problème de batterie et il faut qu'il réalimente. Ouais. Mon ordinateur d'énergie non renouvelable à l'ADEME. Je me suis fait prendre par la défaillance de ma pile, de ma batterie.
Donc, Vous arrivez. notre cadre d'intervention, alors j'ai bien retenu le SRADET, l'Observatoire. Je remercie beaucoup Charlie pour la présentation parce qu'effectivement, il a présenté 2 outils qui sont financés et aussi animés au niveau national par l'ADEME. J'y reviendrai après. Et donc, l'ADEME, nous, on est une agence, beaucoup de monde nous connaît, hein, on est une agence, un opérateur de l'État pour créer les conditions de la transition écologique. On produit de la donnée, on produit de l'étude, et puis des retours d'expérience pour être inspirants. On monte des formations aussi. On apporte de l'ingénierie au territoire, aux entreprises également, au travers, soit en direct, ça nous arrive, et également au travers de relais, hein, comme l'association Lorraine Énergie. Et on a aussi cette possibilité depuis de nombreuses années de mettre en relation des gens qui ont réussi des expériences pour sensibiliser et puis donner envie à d'autres de s'engager. Et bien sûr, on est connu pour un certain nombre de financements. Et en l'occurrence, on parle beaucoup d'énergie, là, à l'instant, d'énergie renouvelable. Et on gère un fonds, le fonds chaleur. Et dans les énergies renouvelables, il y a également la chaleur, la méthanisation, qui sont d'autres formes d'énergie qui ont leur importance et qui complètent le mix énergétique. Donc, sur le SRADET, c'est le document cadre, je dirais, au niveau régional qui permet d'atteindre les objectifs de la neutralité carbone à l'horizon 2050, les accords de Paris. La région s'est fixé un objectif ambitieux d'être une région à énergie positive d'ici 2050. Ça passe par la combinaison de 2 efforts. La première, c'est la diminution de nos besoins, de la consommation en énergie, à la fois collectivités, citoyens et entreprises, avec une année de référence en 2012 et 2050, donc un moins 50%, 55% de consommation d'énergie finale. Donc ça, c'est un énorme gap. Donc de passer de 200 TWh à 89 et une multiplication donc de la production d'énergie renouvelable par 3, un peu plus de 3, pour devenir donc une région à énergie positive. Donc on comprend bien que un des points qu'on a mis en œuvre déjà collectivement, hein, c'est la sobriété. C'est vraiment le premier point et je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce sens-là. C'est un mot tabou il y a 2 ans, depuis la crise en Ukraine et l'augmentation du coût de l'énergie. C'est quelque chose qui est devenu une nécessité et on a réussi à atteindre les moins 10%. Alors les entreprises y ont contribué, mais les particuliers également et les collectivités bien entendu. Et c'est souvent dans la douleur que ça se fait. Quand je pense à certaines collectivités qui avaient des équipements qui ont dû être fermés. Donc, c'est vraiment un sujet, si on ne s'y prépare pas, ça se fait c'est difficile à vivre. Néanmoins, il y a des outils et des leviers pour cela. Donc, pour mesurer l'atteinte de ces objectifs, on cofinance avec la région l'Observatoire Climat et Énergie qui est piloté, mis en œuvre par Atmo Grand Est. Atmo Grand Est, donc, qui produit régulièrement des chiffres. Et par exemple, je vais vous en donner 2. Il y a la première partie, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça a un rapport avec notamment l'utilisation des énergies fossiles et du gaz. Il y a un objectif donc de moins 50% par rapport aux années 54% par rapport à l'année de référence qui est 90. Ce moins 54%, c'est un objectif pour 2030. Au niveau régional, on a quasiment atteint cet objectif de 2030. Maintenant, il nous reste à aller jusqu'en
on va commencer à voir, enfin c'est toujours quand les premiers pourcentages sont souvent faciles à atteindre, c'est les derniers qui sont le plus compliqués. Et quand on regarde le département de la Meurthe-et-Moselle, on a une fiche chiffre clé en un clin d'œil qui est produite et qu'on pourra vous remettre si ça n'a pas été le cas dans la préparation de cette réunion. Eh bien, juste pour info, je viens de vous mettre les objectifs SRADET dans le fil de discussion, vraiment le focus sur les objectifs et les chiffres clés départementaux et le lien vers l'observatoire. Comme ça, vous avez tous les éléments. Voilà, et donc, merci Christophe. Il y a une petite fiche sur 3 pages là, sur le département de la Meurthe-et-Moselle qui précise que sur les émissions de gaz à effet de serre, là, c'est pas tout à fait on n'est qu'à moins 31%. Donc, il reste pour atteindre l'objectif de 2030 encore 20% à gagner en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a encore de la marge sur ce sujet-là. Et puis, le deuxième chiffre, et je n'irai pas plus loin en termes de chiffres parce que je n'ai pas de présentation et c'est difficile à suivre, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie. Donc, au niveau régional, on a atteint l'objectif en 2030, c'est 41%, et actuellement, on est à 25%. Et en ce qui concerne la Meurthe-et-Moselle, la part des énergies renouvelables, donc toujours le même objectif à 2030 qui est 41%, eh bien, pour le moment, on est à 13%. Ça montre et ça rejoint la nécessité, enfin, qui a conduit la réflexion et la loi qui vient d'être présentée, d'aller beaucoup plus vite et d'aller plus loin parce que 2030, c'est dans pas longtemps. Et pour monter des projets et les faire émerger, eh bien, les 7 années les 7 années à venir vont être cruciales pour produire plus d'énergie renouvelable. Si on regarde un petit peu plus près les différents types d'énergie renouvelables sur le département, je vais concentrer sur le département, eh bien, il y a une grosse partie de la production d'énergie renouvelable qui est couverte par le bois énergie. C'est une énergie qui a été très mobilisée puisqu'elle représente 50% de l'énergie produite. Donc, beaucoup de chaleur avec cette énergie-là. Et puis, on va retrouver derrière du biogaz avec 7%, du solaire aussi, photovoltaïque avec 7%. Et puis après, on a une petite part de valorisation de la chaleur des incinérateurs. On va retrouver un peu d'hydraulique également. Et puis, on a aussi, j'ai oublié, il y a un gros poste, c'est les pompes à chaleur aérothermiques avec 18%. Donc maintenant, dans les pistes, alors on vient de parler du photovoltaïque et de l'éolien, et eh bien, on est de plus en plus, et ça a été le cas, ça a été présenté par le président de la République, hein, le plan géothermie, il n'y a pas si longtemps que ça, le mois dernier. Donc la géothermie, il y a vraiment un vrai enjeu à développer la géothermie. Alors, il y a plein de types de géothermie différents, hein, semi-profondes et jusqu'à très profondes, comme on peut le trouver dans l'est de la région en Alsace. Et puis, il y a également la possibilité de développer le solaire thermique. Et c'est deux types d'énergie là qu'on est, nous, en train de pousser dans le cadre du fonds chaleur. Et donc, je vais répondre comment, pour faire écho à ce qui a été présenté sur la mise en œuvre de la loi et puis la problématique de la ruralité. Donc, déjà, je dirais qu'on est en train de se structurer, nous, ça fait déjà 2 ans là qu'on travaille, nous, en interne ADERM, sur un accompagnement des départements et particulièrement des départements ruraux. Donc, on a renforcé la présence dans l'écosystème départemental et ça va nous simplifier la vie parce que, eh bien, on va pouvoir travailler en étroite collaboration avec le référent, alors je ne sais plus comment vous l'avez nommé,
Comment? Enfin, le référent départemental. Voilà, le référent départemental qui sera attaché auprès, le référent départemental, sous-préfet donc pour l'instruction des dossiers étroites pour faire valoir tout ce qui a été déployé et mis en œuvre jusqu'à aujourd'hui. Donc au niveau régional, on a un certain nombre de travaux. Il y a des travaux qui ont été portés par l'ADEME. Je pense notamment au cadastre. C'est pas un cadastre, mais c'est un panorama des zones de géothermie qui vient compléter le cadastre du solaire, qui vient compléter le cadastre de l'éolien qui a été réalisé et publié récemment par l'ADREAL. Et ça va compléter aussi d'autres démarches sur le développement de la méthanisation, le développement de tout ce qui est ressources bois, parce qu'il y a actuellement le schéma régional biomasse est en train d'être révisé. Donc ça aussi, on a à cœur sur les territoires de pouvoir panacher ces énergies-là sans remettre en cause la ressource, et notamment dans le cas du bois, de la biomasse. Il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations sur jusqu'à où on peut puiser du bois dans notre forêt, une forêt qui est impactée par les stress hydriques, qui est impactée par les stress, comment dire, les insectes, les scolites. Ah oui. Voilà, donc ça, je dirais, ça, c'est des outils qui donnent à voir et qui vont nous permettre de porter à connaissance ces potentiels d'ENR auprès de chaque commune. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on a donc le porté et l'accompagnement dans l'ingénierie. Donc, nous, on le fait de manière donc, il y a Lorraine Énergie qui permet de porter une ingénierie de conseil, une ingénierie d'information pour le montage de projets. Et on sent bien que derrière, il y a aussi l'ingénierie financière à accompagner. Tout ça auprès des collectivités. C'est vrai que, vu notre structuration, jusqu'à aujourd'hui, dans le schéma commune, département ou EPCI région, l'ADEME a été très active dans la structuration de l'EPCI région parce qu'on avait à cœur de mutualiser un certain nombre d'ingénieurs, que ce soit des conseillers dans le domaine de l'efficacité énergétique du bâtiment ou bien dans l'accompagnement donc du développement des projets d'ENR. Donc là aujourd'hui, on est sollicité, et c'était l'objet des orientations qui ont été données par la préfète de région. C'est aussi un sujet qui est cher pour le président du conseil régional. Comment aller plus loin et au plus près des communes dans les territoires, particulièrement les territoires, les départements ruraux. Et donc là, on est en train de structurer cette énergie et cette ingénierie. Et j'ai la conviction qu'on pêche par trop d'ingénierie. Et donc là, il y a un vrai sujet d'articuler au plus près des communes, au plus près des EPCI, cette ingénierie-là. Et donc, les préfets sont en train de travailler avec nous, avec l'ANCT, avec des organismes aussi financeurs comme pour les collectivités, Banque des territoires et BPI pour les entreprises. Eh bien, on est en train de se structurer et on fait ça plutôt de marche forcée parce qu'on sent bien l'urgence climatique à aller de l'avant sur ce sujet-là. Donc, du coup, et puis après, quand je parle et peut-être je terminerai là, donc sur les outils. Alors, il y a les outils, donc je pensais au relais, et Charlie qui se présentait comme une boîte à outils. On a également tout un arsenal d'outils, de cahiers des charges, d'outils financiers pour aider à y voir plus clair. Donc, de la planification sur un territoire donné des énergies. Donc, au-delà juste du potentiel, c'est comment on met en œuvre. On peut intervenir sur des conseils et des études un peu d'envergure. Hein. Il y a des départements, notamment des SCOT, qui ont fait appel à l'ADEME pour avoir des schémas de planification ou de planification des ENR. Ça, c'est le cas aussi pour les réseaux de chaleur.
Donc ça, c'est des études, des cahiers des charges qui existent et qu'on peut accompagner. Et puis, aujourd'hui, on multiplie le fonds chaleur de l'ADEME. C'est un fonds chaleur qui a été augmenté, qui est à 520 millions d'euros là aujourd'hui, essentiellement sur de la chaleur renouvelable. Eh bien, il y a une partie de ce fonds chaleur qui a été déléguée cette année dans le cadre de la mise en œuvre de la loi 3DS, qui a été déléguée à la région pour l'ensemble des projets de petite dimension en matière de production d'énergie renouvelable biomasse. Très bien. Maintenant, je propose de m'arrêter parce que je suis très bavard et je réponds à vos questions et aux questions des participants, bien entendu. Merci beaucoup pour votre intervention, Monsieur Beton. Je pense que les 4 interventions sont vraiment passionnantes. Elles étaient toutes très structurées, assez limpides. Je vais vous donner la parole, savoir si vous avez des questions, parce qu'on aura encore un témoignage, celui du pays Terre de Lorraine. Mais l'un d'entre vous a-t-il des questions à l'un des différents intervenants? Oui, Olivier, Maurice. Vas-y, Maurice. Oui, j'assiste à des réunions avec le SCOT, avec le bureau d'études Scalem, et dernièrement, on avait une réunion où la multipôle SCOT se propose de faire une SEM avec toutes les intercos qui composent la multipôle, quoi. Donc, tout est déjà assez avancé puisqu'ils nous demandaient une participation par intercommunalité qui est calculée selon la richesse et le nombre d'habitants. Et j'étais aussi avec le Bruno Mussolini qui m'a dit que lui, et qui lui monte aussi une SEM au travers de la communauté de Lunéville-à-Baccarat. Donc je lui dis, on ferait mieux d'en faire déjà une au niveau du pays, parce qu'on ne va pas tous faire des SEM un peu individuelles. Et donc la SEM se propose quand même de faire des études au niveau des intercos et puis pour les petites communes. Parce que là, j'avais été sollicité aussi par un opérateur pour mettre des éoliennes. Et bon, je lui dis, je l'ai reçu au niveau du conseil communal. Et il allait voir toutes les communes. Donc, j'ai demandé au niveau de l'interco qu'on fasse une commission, on va quand même pas tous mettre des éoliennes n'importe où. Donc, on s'est déjà réuni 2 communes pour dire, bon, après, ça ne marche pas trop parce que la population n'est pas trop chaude non plus à avoir les éoliennes, hein. Ils se disent, nous, on n'en a rien à faire d'avoir ça devant dans notre vue, et si ça ne rapporte pas grand-chose pour nous directement, et voilà, il y a des problèmes là-dessus aussi, hein. Donc, comment intervient le SCOT par rapport à l'ADEME, est-ce que l'ADEME est là-dedans ou pas, finalement? Alors, c'est super ta question, Maurice, il y a plusieurs aspects. Et j'ai Thomas Bailly, qui est directeur adjoint du pays Terre de Lorraine, qui a développé un certain nombre d'outils et qui peut partiellement répondre à ta question sur… il y a plusieurs initiatives qui démarrent. Comment faut-il faire? Et je vais peut-être donner la parole à Thomas Bailly, s'il peut répondre partiellement à la question de Maurice. Et puis tu me fais penser, Maurice, je viens de lire un bouquin plutôt bien fait qui s'appelle « Pourquoi tant de haine ?» et qui parle du désamour français pour les éoliennes, alors que c'est une énergie qui est en train de s'envoler très très fort et qui essaie d'expliquer avec beaucoup d'arguments très bien faits de Cédric Philibert à justifier le potentiel éolien énorme pour l'avenir. Mais je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut une coordination et qu'il ne faut pas un mitage du territoire. On a l'exemple à Igny-Repé, en Meurthe-et-Moselle, du premier parc éolien, avec une réussite paysagère. Les éoliennes sont véritablement coordonnées et ça ne fait pas désordre comme on peut le voir en Meuse ou en Haute-Marne quand on traverse pour aller vers Paris, par exemple. Alors, j'interviens encore une seconde. Parce que j'avais aussi assisté au niveau de la région, de la Stradette, je crois bien, où ils nous ont présenté une carte au niveau Meurthe-et-Mosellan pour les éoliennes. Et notre territoire, la CC3M, la communauté de communes Meurthe-Mortagne, on en mettait en gros 300. Donc j'ai vu le préfet, je lui ai dit, attendez, vous allez faire sortir les fusils, hein, là, parce qu'on va mettre 300 éoliennes ou 350 sur un petit territoire comme ça, parce que c'est un territoire qui était favorable, hein, théoriquement, par rapport au reste du département.
Et Alors, il m'a dit Monsieur non. Beton pourra redire un mot là, des atlas éoliens qui ont été produits peut-être Oui, aussi, ouais. ouais, voilà. Alors, vas-y Thomas, et puis Monsieur Beton. Oui, vous avez posé c'est une bonne question parce qu'on est dans un moment important où de plus en plus de collectivités parlent de SEM, donc une société d'économie mixte. C'est à dominante majorité de collectivités locales, hein, c'est minimum 51% des parts qui sont possédées par des collectivités locales. Avec on va dire, il y a deux approches, deux entrées ou deux scénarios. Soit une échelle Sud 54 qui est en train de se réfléchir par la multipôle, à l'échelle de 13 intercommunalités, où l'idée, c'est une société qui va investir dans des projets énergie renouvelable, apporter une ingénierie, hein, vous l'avez dit, et sa fonction première, c'est ça. On accompagne, on fait une étude technico-financière pour savoir s'il y a une bonne rentabilité, et la SEM ensuite investit dedans. Et le fait qu'elle investisse, elle maîtrise mieux les projets. Voilà un peu le concept de la SEM multipôle Sud 54. Et puis, peut-être l'entrée des fois de communauté de communes, comme a fait la communauté de communes de M. Matergia, qui est là une SEM qui va aller plus loin, qui va être dans le développement de projets, qui va porter les projets directement, vous voyez. Donc, c'est une qui est porteuse de projets, porteuse là d'un parc éolien ou d'un projet hydrogène pour Sogeder, et une autre qui est plutôt dans l'accompagnement, l'investissement financier. Donc, une qui a une échelle plus large, hein, là, c'est le Sud 54, et puis une autre qui est plutôt à l'échelle interco. Et la question qui se pose aujourd'hui, mais le débat, moi, j'ai l'impression, n'est pas tranché, hein, moi, je suis qu'un technicien, c'est est-ce qu'on peut faire les deux ou pas? Voilà. Parce qu'elles ont un peu, soit on fait une grosse SEM qui fait tout, mais voilà, ou peut-être la place pour deux. Moi, je pense que c'est le débat actuellement des collectivités locales, en tout cas en Meurthe-et-Moselle, et qui est, j'ai l'impression, pas encore tranché, mais il y a deux portes d'entrée différentes. Je ne sais pas si j'ai été clair, c'est pas simple, C'est hein. bien. Thomas, non, c'est très bien situé et ça, je pense, ça répond partiellement à la question de Maurice. Il faudrait faire un sujet spécifique là-dessus, mais voilà. Mais profites-en, Thomas, pour expliquer l'organisation territoriale que vous avez mise en place sur le Toulois, sur les 4 communautés de communes du pays Terre de Lorraine. Comment vous intervenez? C'est un petit peu différent de ce qu'on a entendu de Charlie Cariel tout à l'heure, et ça me semblait intéressant de faire une petite focale là-dessus. Donc sur Terre de Lorraine, on appelle ça une coopérative de 4 comités de communes au sud-ouest de Nancy, hein, Terre touloise, Moselle et Madon, le pays du Saintois et le pays de Colombay du sud toulois. Et on intervient, donc on a développé une mission énergie-climat au service, donc c'est un service mutualisé des 4 intercommunalités, c'est-à-dire chaque comité de communes ne pourrait pas se payer un conseiller technicien énergie collectivité. Et on a aussi une ingénieure énergie renouvelable. Et chacune ne pourrait pas. Donc, ça a été mutualisé à l'échelle des 4. Et on a 2 fonctions principales. La première, c'est l'émergence de projets. On a un rôle un peu d'aiguillon, de sensibilisation, de promouvoir les énergies renouvelables, de chercher des solutions et de monter des programmes. On va chercher des partenariats financiers, des partenariats privés, hein, publics ou privés, où on monte, par exemple, on a monté un appel à manifestation d'intérêt pour développer des parcs au sol photovoltaïques participatifs. Pourquoi? Parce qu'on avait des communes qui étaient démarchées, qui commençaient à être démarchées il y a quelques années par des développeurs sur des parcs au sol. Et au lieu de dire que c'est le développeur qui choisit la commune, ça va être plutôt les collectivités qui vont choisir leurs développeurs. On a réinversé le rapport. Et donc, on a posé un cahier des charges en disant des critères sur les retombées économiques locales, la prise en compte de l'environnement, l'association des acteurs au projet. Voilà. Et après, on a lancé un AMI. Il y a eu 9 réponses de développeurs en France et on en a choisi. Les élus en ont choisi 2. Et on avait un comité de pilotage d'élus intercommunaux et de maires qui avaient aussi des projets. C'était ça l'intérêt, c'est de partir de projets concrets de communes qui avaient des terrains. Et on a choisi 2 partenaires, un qui est EDF Renouvelable, filiale d'EDF, on va dire groupe français, voilà. Et puis le deuxième qui est un consortium d'acteurs 100% publics et citoyens. Parce que le choix a été fait, ça garantissait un maximum que les projets ne soient pas rachetés par des fonds d'investissement étrangers ou par des fonds ou d'autres entreprises, pour qu'il y ait une maîtrise du projet au maximum. Alors, on ne maîtrise pas tout, mais voilà le choix qui a été fait par les élus et puis évidemment par des compétences. Et là, on est en train de développer plusieurs parcs. Alors, ce n'est pas simple, hein, ça prend plusieurs années, mais plusieurs parcs au sol et dans un peu un esprit de co-développement, en tout cas avec le consortium d'acteurs publics et privés, où il nous associe à toutes les étapes de montage du projet et évidemment une ouverture au capital des projets qui vont se faire. Voilà un peu notre rôle. Et puis notre rôle aussi, c'est d'accompagner des communes, mais aussi entreprises,
sur des projets de transition énergétique et donc bien sûr les énergies renouvelables. Voilà un peu notre rôle. Et puis, dès que c'est des projets plus complexes, on travaille vraiment en lien étroit. On voit, ça a été évoqué, Charlie a évoqué le réseau Géclair. On travaille dès qu'il y a une sollicitation de collectivité sur le réseau, sur le financement participatif citoyen, et ben, on associe l'animateur Géclair. On a travaillé sur la géothermie et là, on a travaillé aussi avec Lorraine Énergie Renouvelable sur la géothermie, qui est un spécialiste sur la géothermie. Voilà, on travaille en réseau et en proximité. Voilà. Je sais pas si… Très bien. Non, non, mais ça me semble, c'est très synthétique à nouveau. Merci beaucoup, Thomas. Et on voit un mode d'intervention sur le secteur du Toulois qui est complémentaire. Monsieur Beton, peut-être sur les atlas éoliens, effectivement, quand on les a vus sortir, nous mettre beaucoup d'éoliennes, il faut quelques explications peut-être. Je ne vais pas avoir toutes les explications puisque c'est quand même l'Adréal qui a piloté l'exercice et le travail. Alors, ce qui est important de savoir, c'est de savoir le potentiel. Et ce qui est très important, c'est la démarche qui a été présentée par Monsieur Bailly et les démarches qui sont aussi qui sont présentées aussi par Lorraine Énergie. C'est ne pas se faire imposer un projet, mais être acteur de projet. On parlait d'appropriation, et pour être acteur, eh bien, toutes ces démarches et de s'entourer, de travailler en réseau tel que ça a été présenté, il y a de l'ingénierie qui existe. Le tout, c'est de la mobiliser au bon endroit, au plus près des personnes qui vont être voisins d'une installation d'éoliennes, de solaire, que sais-je. Et on parle, vous parliez tout à l'heure d'appropriation. Nous, à l'ADEME, on parle aussi de désirabilité. Finalement, c'est désirer son énergie, l'énergie de demain, une énergie dont on maîtrise le coût. Alors, sur l'éolien, je sais que ça a été dit, hein, l'éolien, il y avait un vrai besoin de structurer et d'avoir une connaissance d'abord des potentiels, de recouper, alors même si le sujet zone avec les radars a été traité dans la loi et ouvre peut-être des possibilités sur certains territoires, ça restera quand même compliqué, hein, parce que je vois bien la difficulté. C'est pas juste un projet d'éolienne, c'est aussi le projet d'assurer la sécurité militaire en même temps. Donc, ça fait intervenir l'armée, des porteurs et des acteurs supplémentaires. Maintenant, sur les territoires et les potentiels, ben, c'est juste une question. L'Atlas est là pour apporter les potentiels qui étaient proposés, enfin qui sont prévus d'être apportés aux communes dans le cadre de la loi. Et c'est aucunement un atlas obligatoire, c'est juste un atlas informatif qui permet, alors certes, il permet à des démarcheurs de se dire, ben, nous, on vient là parce qu'il y a des conditions propices, mais ça permet aussi de donner un outil de décision à des riverains, à des collectivités qui mutualisent de l'ingénierie pour aller au-devant des citoyens et de dire, ben, voilà, on a la possibilité ici, c'est propice, il y a ce type d'énergie, comment on fait pour les mobiliser et surtout être moins dépendant de l'énergie fossile dont le coût peut varier de manière considérable en très peu de temps. D'accord. Voilà. Merci, et juste Monsieur un petit Beton, mot sur le SCOT. Sur le SCOT, quand même, c'est vrai que une fois qu'on aura avancé sur, eh bien, nous, on veut faire tel type d'énergie sur notre commune, sur notre territoire, c'est aussi intéressant d'avoir cette vision un peu plus macro sur un grand territoire, et c'est des documents d'urbanisme qui fixent les choses. Et d'ailleurs, j'avais une question au sénateur Houlgate, il y a un sujet qui revient souvent, alors moins en milieu rural, plutôt en milieu urbain, sur les énergies renouvelables et toute la politique de protection du patrimoine et notamment les relations avec les architectes de bâtiments de France qui sont très fréquemment remontés du terrain avec certes des périmètres, et je pense que c'est important aussi de dire là où on veut des énergies renouvelables, là où on ne veut pas, mais il y a des contraintes parfois.
Comment? Merci, on a compris la question. C'est une très bonne question. Je vais la poser à Jean-Michel Houllegatte et je voudrais qu'on termine à l'heure. Il nous reste 5 minutes et je ne sais pas s'il y a d'autres questions à venir. On pourrait les prendre ensemble pour tenter de grouper pour ne pas dépasser de trop. Rosemarie, vas-y. Oui, merci Olivier. Par rapport à ce que Maurice Heria a dit de la démarche de notre communauté de communes, bon, c'est vrai, il a totalement raison, on devrait en parler peut-être au niveau du pays. Simplement dire qu'on est en train de… la communauté de communes nous demande de faire un recensement commune par commune de nos bâtiments qui pourraient accueillir des panneaux photovoltaïques. J'ai une très grande école, bien orientée, voilà, donc j'ai proposé ce bâtiment-là. Donc, la communauté de communes porterait l'étude, mais les travaux seraient bien évidemment à la charge de chaque commune. D'accord. Ça, c'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième point, c'est une question, mais je pense que ce n'est pas pour tout de suite, que nous aurons les zones d'accélération que l'ADEME enverra à chaque commune le potentiel. Je pense que la loi vient de paraître, ça ne veut pas arriver tout de suite, j'imagine. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que on a évoqué très rapidement, mais ça ne concerne pas les collectivités, évidemment, mais c'est la méthanisation. Je pense qu'il y a un fort potentiel de développement, puisque tu as parlé, Olivier, surtout de nos milieux ruraux. Bon, c'est évidemment les exploitants agricoles qui portent ces projets-là, mais je pense qu'il y a un beau potentiel et ça marche quand même très bien. Voilà, les trois choses que je voulais dire. Super. Rosemarie, merci pour ton intervention et tes questions. D'ailleurs, j'ai fait il n'y a pas longtemps une journée sur la méthanisation dont les conclusions sont en train d'être finalisées et je diffuserai ça très largement à l'ensemble des communes. Et j'en profite pour parler de la belle commune d'Amenoncourt qui est assez exceptionnelle avec un réseau de chaleur. Écoutez un peu, il y a 90 habitants. 47 maisons sont chauffées par un réseau de chauffage collectif à base de méthanisation produite au bout du village pour 3 centimes d'euros du kilowattheure. Alors je peux vous garantir que les habitants sont très très contents de cette solution. Et d'ailleurs, je vais organiser une visite du village d'Amenoncourt avec Lucie Kipper le 1er juin. Vous recevrez des invitations, mais je ferai un groupe limité pour qu'on puisse échanger. Donc, vous avez, les participants à ce webinaire, la primeur de l'information. Si vous voulez réserver, faites-nous signe, vous nous renvoyez un petit mail en disant que la visite du 1er juin vous intéressera. C'est à quelle heure? C'est 14h30. 14h30, donc l'après-midi. Voilà. Donc pour la méthanisation, c'est un sujet controversé, mais il y a vraiment des choses très intéressantes à faire. Jean-Michel pourra peut-être en reparler. Si on veut tenir nos objectifs climatiques et de production d'énergie renouvelable, il faudra mobiliser la méthanisation avec quelques règles prudentielles importantes. Alors Jean-Michel, je vais te laisser reprendre la parole et peut-être conclure avec les différentes questions, les délais, dans combien de temps c'est porté à connaissance des communes. La question passionnante du patrimoine posée par Monsieur Beton. Et puis peut-être tu pourras aussi nous dire les textes de loi très importants à venir encore sur les énergies renouvelables, parce que on est allé dans un drôle de sens inverse. Il aurait fallu d'abord la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est le texte qui va venir prochainement, qui définit le bouquet énergétique et seulement la loi d'accélération après. Et au niveau de la méthode, c'est un peu bizarre ce qui se passe avec la loi sur le nucléaire qui est passée aussi avant qu'on parle de la répartition du bouquet énergétique. Je te laisse synthétiser tout ça, Jean-Michel, et nous refaire une magnifique intervention conclusive. Non, mais t'es excellent, vas-y. Bon, pour en revenir aux ABF, donc les ABF auront, alors malheureusement pour les défenseurs du patrimoine culturel, un avis simple. Il n'y a pas, voilà. Le débat a été très fourni, très nourri.
on est parti du principe qu'il y avait des calvaires bretons tous les 100 mètres et qu'à partir de ce moment-là, on ne pourrait pas mettre une seule éolienne. Donc, il y a avis simple. Voilà. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Hein. Il y a ça aussi. Il y a quand même des aires protégées et on ne peut pas mettre voilà, dans les aires protégées, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, Tu es en train de nous dire, Jean-Michel, que dans la loi d'accélération, le rôle des ABF va être beaucoup moins fort qu'il ne l'est actuellement. Ah non, il est pas moins fort qu'il l'est actuellement. Enfin, les ABF, d'une certaine façon, il n'y a pas généralisation, parce que à un moment donné, on s'était dit, oui, peut-être que les ABF, au titre de la protection des paysages et du patrimoine notamment, pourraient intervenir dans des périmètres qui sont un peu élargis. Il y a eu ce grand débat au Sénat. Les ABF ne sont pas, comment dirais-je, dépossédés de leurs prérogatives. Ils ne sont pas dépossédés de leurs prérogatives. Simplement, sur l'impact dans certaines zones, ils auront un avis simple à émettre. D'accord. Sur la question des délais? Sur la question des délais, la loi est opérationnelle. Hein, c'est-à-dire qu'après sa mise en œuvre, elle peut le démarrer. Je veux dire, elle démarre dès maintenant. Hein, il n'y a pas de difficulté. Mais alors, la question de Rosemary était plus concrète. On peut imaginer dans combien de temps on aura les premiers portés à connaissance? Ça, voilà, je pense que les premiers portés à connaissance, d'ailleurs, faut pas se faire d'illusions. Comment dirais-je, les préfets ont déjà anticipé un certain nombre de choses. Les préfets ont déjà anticipé des cartes de développement de l'éolien, notamment sur leur territoire. Pardon, j'ai des… Voilà, excusez-moi. Voilà. Donc, les préfets ont déjà un certain nombre de matériaux. Donc, après, voilà, je ne peux pas vous dire, la loi n'impose pas, autant qu'ils m'en souviennent, comment dirais-je, de date butoir, mais c'est des choses qui peuvent démarrer très rapidement. D'accord. Et puis, moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que, comment dirais-je, parce qu'on a parlé des SEM tout à l'heure, les sociétés d'économie locales peuvent participer aux communautés d'énergie renouvelable. Et ces communautés d'énergie renouvelable, dans le Code de l'énergie, elles ont pour mission de produire, consommer, stocker, vendre de l'énergie et partager en son sein de l'énergie renouvelable produite. Et qu'il y a même, je dirais, un droit de préemption, puisque lorsqu'une petite ou moyenne entreprise, membre d'une communauté d'énergie, souhaite céder sa participation, elle en informe la collectivité territoriale ou le groupement intercommunal. Voilà. Donc ça, alors ensuite, pour conclure sur l'avenir, donc normalement l'année 2023 sera une grande année qui sera consacrée à l'énergie. Elle sera consacrée à l'énergie puisque comment dirais-je, se construire une loi de programmation qui va décliner la stratégie française pour l'énergie-climat. Et ça, c'est extrêmement important puisque en réalité, le législateur va avoir un peu de travail puisqu'il va y avoir cette fameuse loi de programmation sur la stratégie française énergie-climat, mais il va y avoir également donc la troisième stratégie nationale bas carbone, hein, le plan national d'adaptation au changement climatique, qui sera sa 3e édition, et puis ce qui est extrêmement important, c'est la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie. Et cette troisième PPE, elle est extrêmement attendue puisqu'elle va fixer énergie par énergie des objectifs à atteindre, des objectifs ambitieux, bien évidemment. Et comme le disait, comment dirais-je, Monsieur Jérôme Beton tout à l'heure, l'objectif, c'est d'arriver à la neutralité carbone en 2050 avec l'objectif européen d'une réduction de 55% des émissions en 2030. Et ça va venir très vite. Je ne t'entends plus, Olivier. Non, c'est normal, je n'avais pas mis le micro. Non, mais très bien, je pense que c'est un bon mot de conclusion. Enfin, moi, je continue à penser qu'il aurait fallu cette PPE, la programmation pluriannuelle qui va définir le mix énergétique en amont des débats. Mais bon, on en est là, on est en France et c'est comme ça. En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier beaucoup pour vos interventions.
Je pensais qu'il allait y avoir des questions complémentaires sur Daniel Matergia, son expérience, mais son propos a été très clair. Je pense qu'on a plutôt bien compris. En tout cas, il est à votre disposition. Merci à LER, merci à l'ADEME, merci à Thomas Bailly et merci à votre participation. Je tiens à respecter les horaires dans mes webinaires. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. On reste à votre disposition. Et ceux qui souhaitent pré-réservé pour la visite d'Amenoncourt, donc le 1er juin à 14h30, vous nous envoyez un petit mail parce que je vais limiter la participation à 15-20 communes, pas plus, pour qu'on puisse discuter. Voilà. En tout cas, merci à toutes et tous et bonne soirée chez vous. Merci pour votre invitation. Bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée, au revoir. Allez, au revoir. Bonne soirée. Merci à tous. Très intéressant. Bien. Bonne soirée à tous. Merci.